La nuit froide de septembre enveloppait la cour intérieure d'un linceul d'obscurité impénétrable, et les bruits continuaient, incessants, méthodiques, comme si l'homme qu'il appelait son voisin avait décidé que l'obscurité était le théâtre parfait pour ses activités mystérieuses et troublantes. Marcel Dubois pressait ses paumes contre ses tempes douloureuses, tentant de chasser le martèlement sourd et répétitif qui résonnait depuis l'autre côté du mur mitoyen. Il comptait maintenant 6 semaines complètes depuis que cette torture nocturne avait commencé, 6 longues semaines d'un calvaire ininterrompu qui transformait peu à peu sa vie quotidienne en un enfer éveillé dont il ne parvenait plus à s'échapper. Il était 3 heures précises du matin, selon l'horloge digitale de sa table de nuit, et les coups répétés, méthodiques, presque hypnotiques dans leur régularité mécanique, n'avaient pas cessé une seule seconde depuis minuit passé. Le modeste appartement de Marcel donnait sur une cour intérieure typique des immeubles parisiens du XIXe siècle. L'une de ces cours sombres et étroites où le soleil ne pénétrait jamais vraiment, même aux heures les plus lumineuses de la journée. Les murs de briques noircis par le temps et la pollution semblaient absorber tous les sons du jour, les amplifiant et les renvoyant dans un écho sinistre qui résonnait interminablement entre les façades humides. Marcel avait acheté cet appartement de 2 pièces il y a exactement 2 ans et 3 mois, séduit par son cachet authentique, ses poutres apparentes et son prix raisonnable par rapport au marché immobilier parisien, sans jamais imaginer qu'il deviendrait sa prison personnelle, son cauchemar quotidien transformé en réalité tangible. L'automne cette année-là était particulièrement précoce et rigoureux, apportant avec lui des vents glacials qui s'engouffraient dans la cour intérieure et faisaient gémir les volets mal ajustés. Les feuilles mortes s'accumulaient dans les coins sombres de la cour, pourrissant lentement dans l'humidité constante qui suintait des murs anciens. L'odeur de décomposition qui montait de ces amas végétaux se mêlait à celle, plus inquiétante, qui semblait émaner de l'appartement voisin. Une puanteur douceâtre et écœurante que Marcel n'arrivait pas à identifier avec précision. Le voisin d'à côté était arrivé au début du mois de mai dernier par une matinée printanière qui avait d'abord semblé prometteuse et pleine d'espoir. Un homme de taille moyenne, à l'apparence parfaitement ordinaire et rassurante, qui saluait toujours poliment lorsqu'ils se croisaient dans l'escalier étroit aux marches usées, mais n'engageait jamais de conversation prolongée. Marcel l'avait rapidement baptisé « Monsieur Silence » dans sa tête, car contrairement aux autres locataires de l'immeuble, il ne faisait jamais le moindre bruit pendant les heures diurnes normales. Jamais de télévision bruyante, jamais de radio qui résonne, jamais de pas lourds qui résonnent sur le parquet, jamais de porte qui claque violemment, comme c'était le cas avec les autres habitants de l'immeuble vétuste. L'homme portait toujours des vêtements sombres et bien coupés, qui lui donnaient une allure presque anachronique, comme s'il appartenait à une époque révolue. Ses cheveux grisonnants étaient toujours parfaitement peignés. Ses chaussures, impeccablement cirées, brillaient sous les ampoules jaunâtres de l'escalier. Il avait une façon particulière de se mouvoir, presque silencieuse, comme s'il glissait plutôt qu'il ne marchait. Marcel ne l'avait jamais vu porter de course, recevoir de courrier, ou même sortir ses poubelles au jour de ramassage.
l'homme semblait vivre d'air et de mystère, existence fantomatique qui intriguait et dérangeait à la fois. Mais la nuit venue, tout changeait radicalement et de manière troublante. Dès que les derniers bruits de la ville s'estompaient et que l'obscurité enveloppait complètement la cour intérieure, l'appartement voisin se transformait en théâtre d'activités inexplicables. Les premiers sons avaient commencé très timidement, vers 2 heures du matin, lors de cette première nuit de mai. Marcel avait d'abord pensé à des travaux de rénovation tardifs et intempestifs. Peut-être un voisin bricoleur insomnique qui profitait de ces heures blanches pour avancer ses projets domestiques sans déranger les autres locataires pendant les heures normales. Cette explication rationnelle l'avait rassuré dans un premier temps, lui permettant de se rendormir malgré le dérangement inattendu. Mais au fil des semaines qui s'écoulèrent lentement, les sons étaient devenus progressivement plus réguliers, plus méthodiques et surtout infiniment plus troublants. Ce n'était définitivement plus le martèlement innocent d'un marteau sur un clou, ni le grincement familier d'une perceuse dans une cloison, mais quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui évoquait des activités beaucoup plus sombres et inquiétantes. Les bruits suivaient maintenant un rythme précis, presque rituel, qui se répétait nuit après nuit avec une régularité d'horloge suisse. Marcel avait commencé à noter les horaires dans un petit carnet, toujours entre minuit et 4 heures du matin, avec des pics d'intensité vers 2h30. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, depuis 6 semaines interminables, Marcel avait définitivement décidé d'en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes. Il s'approcha lentement du mur mitoyen, celui qui séparait son salon modestement meublé de l'appartement mystérieux de son voisin, et colla son oreille contre le papier peint défraîchi aux motifs floraux démodés. Les coups étaient effectivement là, distincts et précis, espacés de quelques secondes exactement, accompagnés d'un bruit de frottement désagréable et répétitif, comme si quelque chose de lourd et visqueux était traîné laborieusement sur le sol en parquet. Entre les coups métalliques, Marcel percevait maintenant distinctement des murmures étouffés, des chuchotements à peine audibles, qui semblaient porter des mots dans une langue qu'il ne reconnaissait absolument pas. Ce n'était ni du français, ni de l'anglais, ni aucune des langues européennes qu'il avait étudiées à l'université. Les syllabes étaient gutturales, presque animales, ponctuées de sons qui ressemblaient davantage à des grognements qu'à des paroles humaines, normales. Parfois, ces murmures s'interrompaient brutalement, laissant place à un silence pesant plus terrifiant encore que les bruits eux-mêmes. La curiosité naturelle de Marcel se mêlait désormais à une inquiétude grandissante et persistante qui lui nouait l'estomac. Que pouvait donc bien faire son mystérieux voisin à 3 heures du matin, dans cette régularité obsessionnelle qui ne connaissait aucun répit, aucune variation, aucune exception? Il avait tenté à plusieurs reprises d'aborder diplomatiquement le sujet avec lui lors de leur rencontre fortuite dans l'escalier commun. Mais Monsieur Silence se contentait invariablement d'un sourire poli et distant, accompagné d'un hochement de tête courtois, avant de disparaître prestement derrière sa porte blindée aux multiples serrures. Marcel avait remarqué que l'homme portait toujours des gants de cuir noir, même par temps chaud, et qu'une odeur particulière flottait autour de lui. Un mélange troublant de désinfectant chirurgical
et de quelque chose de plus sombre, de plus organique, qu'il n'arrivait pas à identifier précisément. Cette odeur s'attardait longtemps dans l'escalier, après le passage de Monsieur Silence, imprégnant l'air confiné d'effluves inquiétants qui donnaient de la nausée. Les autres locataires de l'immeuble semblaient ne rien remarquer d'anormal, ou préféraient ne pas en parler, enfermés dans leur indifférence urbaine typiquement parisienne. Une nuit de la semaine précédente, Marcel avait finalement rassemblé suffisamment de courage pour oser frapper directement à la porte de son énigmatique voisin. Il avait attendu plusieurs longues minutes dans le couloir faiblement éclairé par une ampoule nue qui grésillait de manière sinistre, écoutant attentivement les bruits qui continuaient de résonner distinctement à l'intérieur de l'appartement, mais absolument personne n'était venu répondre à ces appels répétés. Pourtant, Marcel était absolument certain que l'homme se trouvait bien là, de l'autre côté de cette porte qui lui faisait face. Il avait même cru distinctement apercevoir une ombre passer furtivement devant l'œilleton de sécurité. Et le parquet avait craqué à plusieurs reprises sous des pas feutrés, mais bien réels. L'homme était là. Marcel en était convaincu, mais il refusait délibérément d'ouvrir, comme s'il redoutait d'être découvert ou dérangé dans ses mystérieuses occupations nocturnes. Les nuits sans sommeil réparateur s'accumulaient dangereusement les unes après les autres, et Marcel commençait maintenant à ressentir physiquement les effets délétères de cette privation chronique. Son travail de comptable dans un cabinet d'expertise comptable en souffrait considérablement. Ses collègues le trouvaient de plus en plus irritable, distrait et inefficace dans ses tâches habituelles. Il avait visiblement maigri, perdant près de 8 kilos en quelques semaines. Des cernes sombres et profonds creusaient son visage, autrefois avenant, et ses mains tremblaient légèrement, de façon incontrôlable, quand il buvait son café du matin ou tentait de se concentrer sur ses dossiers. Sa compagne, Sylvie, une infirmière dévouée qu'il fréquentait depuis 3 ans, s'inquiétait de plus en plus ouvertement de son état de santé physique et mentale qui se dégradait de jour en jour. Elle lui conseillait avec insistance de déménager au plus vite, de quitter cet appartement qui était manifestement en train de le détruire psychologiquement. Mais Marcel refusait catégoriquement de céder à ce qu'il considérait comme une forme de chantage psychologique. Pourquoi devrait-il abandonner son chez-lui, son investissement immobilier, son petit cocon personnel à cause des lubies nocturnes incompréhensibles d'un voisin dérangé? Ce soir précis, les bruits étaient différents des autres fois, nettement plus intenses et plus pressants que d'habitude. Marcel entendait maintenant distinctement des grincements métalliques, aigus et désagréables, comme si des objets lourds et volumineux étaient déplacés avec difficulté sur le sol, accompagnés parfois d'un son humide et écœurant qui lui soulevait littéralement l'estomac et lui donnait envie de vomir. Il y avait également cette odeur persistante et nauséabonde, cette puanteur douceâtre qui s'infiltrait insidieusement par les fissures microscopiques du mur mitoyen et empestait progressivement son appartement d'un parfum répugnant de décomposition mêlé à quelque chose de chimique et d'artificiel. L'odeur évoquait un mélange troublant de chair en putréfaction et de formol, rappelant les salles de dissection de la faculté de médecine que Marcel avait visitées dans sa jeunesse lors d'une journée portes ouvertes. Mais il y avait autre chose, une note plus subtile et plus inquiétante encore, quelque chose de métallique et de cuivré
qui faisait immédiatement penser au sang frais, mélangé à des effluves d'encens et d'épices exotiques qui ne parvenaient pas à masquer complètement l'horreur sous-jacente. Ne supportant plus cette torture psychologique qui s'éternisait nuit après nuit, Marcel prit finalement la décision radicale d'agir concrètement. Il enfila sa robe de chambre en éponge bleue et ses chaussons en feutre, prit une lampe de poche dans le tiroir de la cuisine et sortit de son appartement d'un pas déterminé. Le couloir commun baignait dans une pénombre inquiétante et oppressante, éclairée seulement par cette ampoule nue et fatiguée qui grésillait lugubrement au plafond taché d'humidité, projetant des ombres dansantes sur les murs défraîchis. L'atmosphère de l'immeuble semblait différente à cette heure tardive, plus lourde, plus menaçante. Les bruits habituels de la vie urbaine s'étaient tus depuis longtemps, laissant place à un silence inquiétant, seulement ponctué par les mystérieuses activités de son voisin. Marcel s'approcha lentement de la porte de Monsieur Silence et tendit attentivement l'oreille, retenant sa respiration pour mieux percevoir ce qui se passait de l'autre côté. Les sons étaient effectivement là, plus nets et plus distincts que jamais auparavant. Des coups réguliers et métalliques, entrecoupés de raclements sinistres et de chuchotements incompréhensibles dans cette langue étrangère et gutturale. Marcel prit finalement son courage à deux mains et frappa fermement à la porte avec ses poings serrés. Les bruits cessèrent immédiatement et brutalement, plongeant tout l'étage dans un silence soudain et oppressant qui lui parut plus terrifiant encore que le vacarme précédent. Il attendit plusieurs longues minutes, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, l'oreille collée contre le bois froid de la porte. Mais absolument rien ne se passa. Pas le moindre pas qui s'approche, pas la moindre voix qui demande qui est là et ce qu'on lui veut. Rien d'autre que ce silence lourd, pesant et manifestement menaçant qui semblait suinter à travers les fissures de la porte blindée. Marcel savait pourtant avec certitude qu'il y avait quelqu'un derrière cette porte. Il le sentait physiquement, cette présence silencieuse et hostile qu'il observait peut-être à travers l'œilleton de sécurité, analysant ses moindres gestes et ses moindres réactions. Il frappa à nouveau, cette fois beaucoup plus fort et de manière plus insistante, faisant résonner ses coups dans tout le couloir. « Monsieur, il faut absolument que je vous parle. C'est vraiment très important. » Sa propre voix lui parut étrangement étranglée et artificielle dans l'obscurité pesante du couloir, comme si les mots étaient littéralement absorbés par l'atmosphère oppressante et malsaine de l'immeuble vétuste. Toujours aucune réponse audible. Mais Marcel était intimement persuadé qu'il y avait effectivement quelqu'un derrière cette porte. Quelqu'un qui l'observait, l'étudiait, l'analysait en silence. Quelqu'un qui avait manifestement décidé de ne pas répondre à ses sollicitations légitimes. Frustré et épuisé par cette situation kafkaïenne qui s'éternisait, Marcel retourna finalement chez lui, la tête basse. Mais le sommeil réparateur ne vint naturellement pas le visiter. Les bruits reprirent quelques minutes seulement après son retour, comme si son mystérieux voisin avait patiemment attendu qu'il s'éloigne et regagne ses pénates pour reprendre tranquillement ses mystérieuses et inquiétantes activités nocturnes. Marcel passa alors le reste de cette nuit interminable, assis dans son vieux fauteuil en velours défraîchi, à écouter religieusement cette symphonie macabre qui rongeait inexorablement sa santé mentale,
bruit par bruit, murmure par murmure, soupir par soupir, inquiétant. Le lendemain matin, épuisé mais déterminé, Marcel décida de prendre un congé exceptionnel au cabinet comptable et de mener sa propre enquête privée sur les activités suspectes de son énigmatique voisin. Il se posta stratégiquement dans le petit café d'en face, celui qui donnait une vue parfaite sur l'entrée principale de l'immeuble, et surveilla patiemment les allées et venues de Monsieur Silence, guettant ses sorties, analysant ses habitudes, tentant de décrypter les mystères de son emploi du temps. Le café était tenu par un couple de retraités sympathiques qui connaissaient tous les habitants du quartier et leurs petites manies. Marcel commanda un café au lait et un croissant qu'il grignota distraitement, les yeux rivés sur les fenêtres de l'immeuble d'en face. Vers 10 heures précises, il le vit enfin sortir, toujours aussi discret et feutré dans ses mouvements, vêtu de son éternel manteau sombre, malgré la relative douceur de cette matinée de septembre. L'homme marchait d'un pas mesuré et régulier, portant un sac en toile épaisse qu'il tenait fermement serré contre lui, comme s'il contenait quelque chose de précieux ou de compromettant. Marcel le suivit alors à distance prudente, prenant garde à ne pas se faire repérer dans les rues relativement peu fréquentées de ce quartier résidentiel. Son voisin se rendit d'abord dans une pharmacie de la rue de la République, puis chez un quincaillier spécialisé dans l'outillage professionnel, et enfin dans un magasin spécialisé dans la vente de produits chimiques pour laboratoire. Un établissement discret et peu engageant, situé dans une rue adjacente que Marcel n'avait jamais remarqué auparavant, malgré ses années de résidence dans le quartier. À chaque achat, l'homme payait scrupuleusement en espèces, refusant systématiquement les sacs qu'on lui proposait et préférant manifestement ranger discrètement ses acquisitions mystérieuses dans son propre sac en toile qu'il ne quittait jamais. Ses gestes étaient toujours précis, calculés, méticuleux, comme s'il suivait une liste mentale établie depuis longtemps, une routine parfaitement huilée qu'il répétait sans doute régulièrement. Il ne parlait pratiquement pas aux commerçants, se contentant de montrer du doigt ce qu'il désirait et de tendre silencieusement les billets nécessaires. L'après-midi même, profitant de l'absence prolongée de son mystérieux voisin, parti pour sa tournée d'achat inquiétant, Marcel décida d'explorer plus minutieusement la cour intérieure de l'immeuble pour tenter de glaner quelques indices sur les activités suspectes qui se déroulaient au 2e étage. Il descendit discrètement au rez-de-chaussée et sortit par la porte de service qui donnait directement sur cette cour sombre et humide qu'il n'avait jamais pris la peine d'examiner attentivement. La cour était effectivement sinistre, entourée de murs hauts et noircie par la pollution urbaine, avec un sol pavé inégal où s'accumulaient les détritus et les feuilles mortes en décomposition. Les fenêtres de l'appartement de Monsieur Silence donnaient bien sur cette cour, mais elles étaient systématiquement occultées par des rideaux épais et sombres qui ne laissaient jamais filtrer la moindre lumière, même pendant les heures les plus ensoleillées de la journée. Marcel tenta de regarder par les interstices et les fentes, mais ne parvint à distinguer absolument rien de l'intérieur de cet appartement mystérieux. Par contre, l'odeur pestilentielle était effectivement là, beaucoup plus forte et plus concentrée qu'à l'étage, cette puanteur douceâtre et écœurante qui semblait littéralement émaner des murs eux-mêmes, s'insinuant dans l'air humide de la cour comme un poison invisible. En levant les yeux vers les fenêtres du 2e étage,
Marcel remarqua soudain quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, quelque chose qui lui glaça instantanément le sang dans les veines. Une sorte de tuyau en plastique noir sortait discrètement d'une fenêtre de l'appartement de son voisin et descendait le long du mur lépreux jusqu'à une grille d'évacuation située dans un coin sombre de la cour. Le tuyau était relativement fin, presque invisible à première vue, et semblait avoir été installé très récemment, avec un soin particulier pour passer inaperçu. Marcel s'approcha prudemment de la grille d'évacuation et constata avec horreur qu'un liquide sombre et visqueux s'écoulait lentement et régulièrement, formant une petite flaque noirâtre au reflet huileux qui dégageait cette odeur pestilentielle qu'il connaissait maintenant si bien. Son sang se figea littéralement dans ses veines, tandis qu'il contemplait ce spectacle répugnant. Que pouvait donc bien évacuer son voisin par ce tuyau artisanal et clandestin? Et surtout, pourquoi fallait-il absolument que ce soit nocturne, secret, dissimulé au regard indiscret des autres habitants de l'immeuble? Marcel remonta précipitamment chez lui, l'esprit bouillonnant de questions de plus en plus inquiétantes et de soupçons de plus en plus sombres. Il commençait maintenant à réaliser clairement que les activités mystérieuses de M. Silence n'avaient définitivement rien d'innocent ou d'anodin, et que sa curiosité naturelle l'entraînait inexorablement vers quelque chose qu'il regretterait probablement amèrement de découvrir. Cette nuit-là, les bruits furent effectivement plus intenses et plus dérangeants que jamais auparavant. Marcel entendait maintenant distinctement des pas lourds et traînants qui se déplaçaient lentement dans l'appartement voisin, accompagnés de ces fameux grincements métalliques et de ces coups sourds qui le hantaient depuis des semaines interminables. Mais il y avait maintenant autre chose, quelque chose de radicalement nouveau et de profondément terrifiant. Des gémissements étouffés et des plaintes faibles qui semblaient indiscutablement humaines, des sons de souffrance qui glaçaient le sang et faisaient dresser les cheveux sur la tête. Marcel sentit un frisson glacé parcourir douloureusement son échine, tandis qu'il écoutait ces sons atroces. Ces bruits ne pouvaient absolument pas être le fruit de son imagination fatiguée par le manque de sommeil. Il y avait réellement quelqu'un qui souffrait de l'autre côté de ce mur, quelqu'un qui avait désespérément besoin d'aide et de secours. Sa conscience morale lui dictait clairement d'appeler immédiatement la police. Mais que leur dirait-il concrètement? Qu'il entendait des bruits bizarres et inquiétants la nuit. Les forces de l'ordre hausseraient probablement les épaules avec indifférence et repartiraient aussitôt, le prenant sans doute pour un voisin paranoïaque et déséquilibré par le stress urbain. Non, il était évident qu'il fallait d'abord qu'il ait des preuves concrètes et tangibles avant d'alerter qui que ce soit d'officiel. Marcel prit alors une décision qui allait irrémédiablement changer le cours de sa vie paisible à jamais. Il allait pénétrer chez son voisin et découvrir enfin, une bonne fois pour toutes, ce qui se tramait réellement dans cet appartement maudit et ses activités nocturnes si soigneusement dissimulées. Le lendemain, Marcel se procura un double de la clé de l'appartement de M. Silence par l'intermédiaire d'un serrurier peu scrupuleux qu'il connaissait vaguement dans le quartier. L'homme était réputé pour son habileté technique et sa discrétion professionnelle, ne posant jamais de questions embarrassantes quand on le payait convenablement pour ses services officieux. Marcel inventa une histoire plausible de clés perdues et d'urgence médicale familiale. Et le serrurier,
accepta sans difficulté de lui faire un duplicata parfait de la clé d'après l'empreinte qu'il avait soigneusement prise sur la serrure lors d'une de ses expéditions nocturnes dans le couloir. Il attendit patiemment que son voisin sorte pour sa promenade matinale habituelle, car l'homme suivait effectivement un emploi du temps rigoureux et prévisible, puis se glissa furtivement dans le couloir, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Ses mains tremblaient tellement violemment qu'il eut énormément de mal à introduire la clé dans la serrure complexe. Mais finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, elle tourna avec un petit déclic métallique qui lui parut assourdissant dans le silence oppressant de l'immeuble endormi. Marcel poussa lentement la porte blindée et pénétra enfin dans l'appartement mystérieux de Monsieur Silence. L'odeur le frappa immédiatement de plein fouet, une puanteur si forte et si concentrée qu'il dut instantanément se couvrir la bouche et le nez avec sa manche pour ne pas vomir sur le champ. C'était effectivement l'odeur de la mort, mêlée à des produits chimiques agressifs. Une combinaison absolument écœurante qui lui donna instantanément la nausée et fit tourner sa tête. L'appartement était complètement plongé dans la pénombre la plus totale. Tous les rideaux étaient hermétiquement tirés et seuls quelques minces raies de lumière filtraient péniblement par les interstices, créant une atmosphère d'autant plus sinistre et menaçante. Marcel avança prudemment dans l'entrée obscure, ses chaussons parfaitement silencieux sur le parquet ancien qui craquait légèrement sous son poids. L'agencement général de l'appartement était effectivement identique au sien, mais l'atmosphère qui y régnait était radicalement différente, oppressante et malsaine. Ici dominait une ambiance de laboratoire clandestin et inquiétant, avec des étagères métalliques chargées de bocaux de verre contenant des liquides colorés et visqueux, des instruments métalliques dont Marcel ne voulait absolument pas connaître l'usage précis, et surtout, cette table sinistre installée au centre exact du salon. Une table d'opération improvisée et artisanale, équipée de sangles en cuir noir et de taches sombres qui ne laissaient malheureusement aucun doute sur son utilisation récente et répétée. À côté de cette table maudite, une série de bacs en plastique blanc contenait des résidus organiques dans un état de décomposition avancé, reliés par des tubes aux fameux tuyaux d'évacuation qu'il avait repérés dans la cour. Marcel comprit alors, avec une horreur grandissante, que son voisin évacuait effectivement les restes putréfiés de ses expériences par ce système d'évacuation artisanal et clandestin. Dans un coin sombre de la pièce principale, des dizaines et des dizaines de photographies étaient soigneusement épinglées au mur, dans un ordre apparemment méticuleux. Des visages souriants et innocents, des personnes qui semblaient prises au hasard dans la rue ou dans des lieux publics, des clichés volés à leur insu lors de leurs activités quotidiennes. Marcel reconnut, avec une terreur croissante, plusieurs personnes qu'il avait effectivement vues dans le quartier au cours des derniers mois, des visages familiers qui lui glaçaient maintenant littéralement le sang. Au bas de chaque photographie, une date était inscrite d'une écriture manuscrite, soignée et appliquée, et Marcel réalisa avec une horreur absolue que ces dates correspondaient précisément aux nuits où les bruits avaient été les plus intenses, les plus prolongés et les plus inquiétants dans l'appartement voisin. Chaque visage souriant était associé à une nuit particulière d'activité mystérieuse, créant une corrélation sinistre
qui ne laissait plus aucune place au doute sur la nature des expériences nocturnes de Monsieur Silence. Le regard de Marcel fut ensuite attiré irrésistiblement par un épais carnet ouvert sur un bureau encombré d'instruments chirurgicaux de toutes sortes et de toute taille. Il s'approcha, en tremblant de tous ses membres, et lut les premières lignes d'une écriture minutieuse et appliquée. Sujet numéro 23. Femme, 34 ans, cheveux bruns, yeux verts. Réaction à l'anesthésique, faible résistance initiale. Temps de conscience pendant l'expérience, 2h17 exactement. Note détaillée. Les cris ont cessé définitivement après ablation complète des cordes vocales. Procédure suivante. Extraction systématique des organes dans l'ordre suivant. Foie, rein, poumon, cœur. Marcel ne put absolument pas en lire davantage. Il referma brutalement le carnet d'un geste brusque et saccadé, pris d'une nausée incontrôlable qui lui remontait violemment de l'estomac. Son voisin n'était définitivement pas un simple bricoleur nocturne insomniaque comme il l'avait naïvement espéré au début. C'était un véritable psychopathe, un tueur en série méthodique et organisé qui pratiquait des expériences atroces sur des victimes innocentes. Et lui, Marcel, avait été le témoin auditif involontaire de ces horreurs pendant des semaines entières, sans jamais rien faire pour empêcher ces atrocités de continuer. Un bruit distinct dans l'escalier le fit brutalement sursauter et sortir de sa stupeur horrifiée. Des pas qui montèrent les marches, lents et méthodiques, parfaitement reconnaissables. Monsieur Silence rentrait beaucoup plus tôt que prévu de sa sortie matinale habituelle. Marcel sentit la panique l'envahir totalement. Il était désormais pris au piège dans cet appartement de l'horreur absolue, avec pour seule issue cette porte d'entrée par laquelle son bourreau potentiel allait arriver d'un instant à l'autre. Il chercha désespérément une cachette possible, mais l'appartement était petit, dépouillé et offrait peu de possibilités de dissimulation. Les pas s'arrêtaient maintenant, juste devant la porte d'entrée, et Marcel entendit distinctement le bruit familier de la clé dans la serrure complexe. Dans un réflexe de survie pure, il se glissa précipitamment derrière la lourde table d'opération, espérant désespérément que son voisin ne le remarquerait pas immédiatement dans la pénombre de l'appartement. La porte s'ouvrit effectivement avec un grincement sinistre parfaitement audible, et Monsieur Silence pénétra calmement dans son antre personnel. Marcel entendit ses pas mesurés qui se dirigeaient tranquillement vers la cuisine, puis le bruit caractéristique d'un sac qu'on pose délicatement sur une surface. L'homme fredonnait doucement un air joyeux et léger qui contrastait de manière absolument saisissante avec l'atrocité du lieu et des activités qui s'y déroulaient régulièrement. Cette normalité apparente rendait la situation encore plus terrifiante et irréelle. « Bonjour mes petits trésors adorés », murmura une voix douce et affectueuse en direction des bocaux remplis de restes humains. « Papa vous a apporté de nouveaux produits chimiques pour que vous restiez beaux, frais et bien conservés pour l'éternité. » Marcel frissonna d'horreur en réalisant que son voisin s'adressait effectivement aux restes humains, conservés dans les récipients, comme s'il s'agissait d'animaux domestiques chéris ou d'enfants bien-aimés. Cette tendresse pervertie était peut-être encore plus terrifiante que la violence brute. Les pas se rapprochèrent dangereusement du salon principal, et Marcel retint désespérément sa respiration, tentant de se faire le plus petit et le plus invisible possible. Son cœur battait si fort
et si rapidement qu'il était intimement persuadé que l'homme allait nécessairement l'entendre et le découvrir dans sa cachette précaire. Mais Monsieur Silence semblait pour l'instant complètement absorbé par ses préparatifs méticuleux et ses rituels quotidiens. Marcel l'entendit ouvrir plusieurs tiroirs successivement, manipuler des instruments métalliques qui s'entrechoquaient avec des bruits sinistres, et surtout consulter attentivement le fameux carnet qu'il avait lui-même feuilleté quelques minutes plus tôt avec tant d'horreur. « Voyons voir attentivement », marmonna l'homme d'une voix parfaitement posée. « Sujet numéro 24. Il me faut impérativement quelqu'un de plus jeune cette fois-ci. Les tissus organiques sont généralement plus résistants et plus intéressants à étudier. Et peut-être un homme, pour varier un peu les plaisirs et les expériences. » Il y eut un silence pesant et angoissant, puis un petit rire satisfait et content qui glaça le sang de Marcel. « Je crois sincèrement que j'ai exactement ce qu'il me faut sous la main. Ce cher Marcel du 3e étage. Il a l'air si fatigué et si affaibli ces derniers temps. Il ne se débattra probablement pas beaucoup. Et puis, il pose décidément trop de questions indiscrètes, ce petit curieux. Il est grand temps qu'il découvre enfin personnellement ce qui l'intéresse tant. » Marcel sentit littéralement son sang se glacer et se figer dans ses veines, tandis qu'il écoutait ces paroles terrifiantes. Non seulement il était effectivement découvert et identifié, mais il était également devenu la prochaine victime, désignée de ce monstre humain. L'homme savait parfaitement qu'il l'espionnait, qu'il s'inquiétait des bruits nocturnes, qu'il menait sa petite enquête personnelle. Tout cela n'avait été en réalité qu'un jeu malsain et pervers, une chasse sadique dont Marcel était la proie désignée depuis le tout début, sans jamais s'en rendre compte. Des pas s'approchèrent dangereusement de la table, derrière laquelle il se dissimulait tant bien que mal. Marcel ferma hermétiquement les yeux, absolument certain que tout était définitivement terminé pour lui. Mais au lieu de le découvrir immédiatement, Monsieur Silence se contenta de prendre tranquillement quelque chose sur la table d'opération, un instrument qu'il fit teinter joyeusement contre un autre dans un petit concert métallique particulièrement sinistre. « Ce soir même, mon très cher Marcel, » murmura-t-il, comme s'il s'adressait directement à lui, avec une familiarité déplacée. « Ce soir, tu découvriras enfin le véritable secret de mes nuits blanches et de mes activités nocturnes, et tu participeras à mes expériences d'une manière beaucoup plus intime et personnelle que tu ne l'imagines dans tes pires cauchemars. » L'homme quitta finalement le salon, et Marcel l'entendit s'affairer bruyamment dans la cuisine adjacente. C'était maintenant sa seule et unique chance de s'échapper, la seule occasion qu'il aurait probablement jamais. Il se glissa silencieusement vers la porte d'entrée, priant intensément pour que le parquet ancien ne craque pas sous ses pieds et ne trahisse pas sa présence. Chaque seconde lui paraissait durer une éternité angoissante. Chaque mouvement pouvait potentiellement le trahir et sceller définitivement son destin funeste. Il atteignit enfin la porte d'entrée et tourna délicatement la poignée avec des précautions infinies. Le couloir était heureusement désert et silencieux. Marcel sortit précipitamment de l'appartement maudit et referma la porte derrière lui avec un soulagement immense et libérateur. Mais il savait parfaitement que ce n'était que le début de son véritable cauchemar. Monsieur Silence allait nécessairement s'apercevoir qu'il était venu, qu'il avait découvert ses secrets les plus terribles.
et il comprendrait immédiatement que son petit jeu sadique était désormais terminé. Marcel remonta précipitamment chez lui et téléphona immédiatement aux forces de l'ordre. Cette fois-ci, il avait enfin des preuves concrètes et tangibles, des éléments matériels indiscutables qui allaient permettre d'arrêter ce monstre avant qu'il ne commette d'autres atrocités sur d'innocentes victimes. Mais quand les policiers arrivèrent sur les lieux 1 heure plus tard, accompagnés de techniciens de la police scientifique, l'appartement de Monsieur Silence était complètement et inexplicablement vide. Plus aucune trace des instruments de torture, des bocaux remplis de restes humains, des photographies épinglées au mur, du carnet manuscrit détaillant les expériences. Même l'odeur pestilentielle avait complètement disparu, remplacée par une forte odeur d'eau de javel industrielle qui brûlait les narines et les yeux. L'appartement avait été entièrement nettoyé et désinfecté de fond en comble, comme s'il n'avait jamais abrité la moindre horreur, comme si tout cela n'avait été qu'un cauchemar particulièrement réaliste. Les policiers fouillèrent méticuleusement chaque recoin, chaque placard, chaque fissure de l'appartement, mais ne trouvèrent absolument rien de suspect ou de compromettant. Pour eux, Marcel n'était manifestement qu'un voisin perturbé et déséquilibré, qui avait beaucoup trop d'imagination et pas suffisamment de sommeil réparateur. Ils repartirent en haussant les épaules, avec indifférence, non sans lui avoir conseillé de consulter rapidement un médecin spécialisé pour ses problèmes évidents de stress et d'insomnie chronique. Monsieur Silence, quant à lui, avait totalement et mystérieusement disparu de la circulation. Personne ne l'avait vu partir, personne ne savait où il était allé, personne ne pouvait fournir la moindre information sur sa destination ou ses intentions, comme s'il s'était littéralement évaporé dans l'air nocturne de Paris, emportant avec lui tous ses secrets terrifiants et sa folie meurtrière soigneusement organisée. Marcel fournit aux policiers tous les détails qu'il avait pu observer et noter, mais sans la moindre preuve physique tangible. Son témoignage ne valait strictement rien devant un tribunal. Les jours qui suivirent furent incontestablement les plus difficiles et les plus éprouvants de toute la vie de Marcel. Il savait avec certitude qu'un tueur psychopathe rôdait quelque part dans la capitale, probablement en train de chercher activement un nouvel endroit discret où installer son laboratoire de l'horreur et reprendre ses expériences abominables. Il savait également que cet homme le considérait désormais comme sa prochaine victime désignée et que tôt ou tard, inévitablement, leur chemin se croiserait à nouveau dans des circonstances beaucoup moins favorables pour lui. Marcel déménagea précipitamment au bout d'une semaine d'angoisse permanente, abandonnant définitivement son appartement et tous les souvenirs heureux qui y étaient attachés. Il s'installa dans un quartier complètement différent, dans un immeuble ultra-moderne, où les murs étaient épais et l'insonorisation théoriquement parfaite. Mais tous ces efforts ne servirent rigoureusement à rien pour apaiser son angoisse. Chaque nuit, il entendait encore distinctement les bruits terrifiants, les coups sourds et répétitifs, les gémissements étouffés de douleur. Son esprit traumatisé recréait sans cesse et sans répit la symphonie macabre de l'horreur qu'il avait endurée pendant ces semaines interminables. Sa compagne Sylvie finit par le quitter définitivement, complètement incapable de supporter plus longtemps la paranoïa constante et obsessionnelle qui l'habitait en permanence.
Marcel perdait progressivement son travail, ses amis proches, sa santé mentale et physique. Il passait désormais ses journées entières à scruter anxieusement les visages anonymes dans les rues bondées, cherchant obstinément celui de Monsieur Silence, persuadé qu'il allait nécessairement le voir apparaître au détour d'une rue, dans une rame de métro, ou dans la file d'attente d'un supermarché, avec ce sourire poli et distant qui cachait une nature fondamentalement monstrueuse. Les mois s'écoulèrent lentement, sans que Marcel parvienne jamais à retrouver une vie normale et équilibrée. Il consultait régulièrement psychiatres et psychologues spécialisés, essayait tous les traitements médicamenteux disponibles, mais aucune thérapie ne pouvait véritablement effacer ce qu'il avait vu et découvert dans cet appartement maudit. Il avait littéralement touché du doigt le mal absolu dans sa forme la plus pure, et cette expérience traumatisante l'avait marqué à vie, modifiant irrémédiablement sa perception du monde et de la nature humaine. Un soir d'hiver particulièrement rigoureux, alors qu'il rentrait chez lui, après une énième séance thérapeutique, chez son psychiatre, qui ne donnait aucun résultat concret, Marcel remarqua soudain une lumière suspecte dans l'appartement d'en face. L'immeuble était pourtant supposé être entièrement vide, officiellement en cours de rénovation complète depuis plusieurs mois. Mais il y avait indiscutablement quelqu'un là-haut, quelqu'un qui se déplaçait lentement et méthodiquement derrière les fenêtres dépourvues de rideaux. Le sang de Marcel se figea littéralement dans ses veines quand il reconnut sans l'ombre d'un doute la silhouette caractéristique. Monsieur Silence était effectivement de retour, installé cette fois-ci juste en face de son nouveau domicile, comme s'il l'avait suivi et retrouvé malgré toutes ses précautions et sa discrétion. L'homme se tenait calmement à la fenêtre éclairée et regardait directement vers l'appartement de Marcel, ce même sourire poli et terrifiant aux lèvres. Quand leurs regards se croisèrent à travers la rue sombre, il leva lentement la main et agita amicalement les doigts en un salut désinvolte et moqueur. Cette nuit-là, naturellement, les bruits recommencèrent exactement comme avant. Les coups sourds et métalliques, les grincements sinistres, les chuchotements incompréhensibles dans cette langue gutturale et inhumaine. Marcel comprit alors, avec une horreur absolue, que son calvaire personnel ne faisait que commencer, que Monsieur Silence avait décidé de jouer indéfiniment avec lui, comme un chat sadique avec une souris terrorisée. L'homme savait parfaitement comment le torturer psychologiquement, comment l'amener progressivement au bord de la folie pure, sans jamais franchir la ligne qui permettrait à Marcel de prouver concrètement ses accusations devant les autorités compétentes. Au fil des nuits interminables qui s'écoulaient avec une lenteur désespérante, Marcel réalisa progressivement que son voisin n'avait probablement jamais eu l'intention réelle de le tuer rapidement et efficacement. Son plan diabolique était en réalité beaucoup plus subtil, plus raffiné et infiniment plus cruel. Le détruire psychologiquement de manière méthodique et progressive, l'isoler complètement de la société normale, faire de lui un paria déséquilibré que personne ne croirait jamais, quelles que soient ses accusations. Et seulement quand Marcel serait complètement brisé, totalement seul et parfaitement vulnérable, alors seulement Monsieur Silence passerait finalement à l'acte final tant attendu. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et absolument terrifiante. Marcel comprit enfin qu'il ne pourrait jamais échapper définitivement à son bourreau qu'en l'affrontant directement
et courageusement, qu'en retournant le piège machiavélique contre son créateur. Il commença alors à préparer minutieusement et patiemment sa vengeance personnelle, étudiant scrupuleusement les habitudes quotidiennes de Monsieur Silence, ses allées et venues prévisibles, ses faiblesses potentielles et les failles dans son système de protection. Il installa discrètement des caméras de surveillance dans la rue, enregistra systématiquement tous les bruits nocturnes sur des supports numériques, documenta méticuleusement chaque comportement suspect et chaque détail significatif. Lentement, mais sûrement, avec une patience d'entomologiste, Marcel constituait un dossier complet qui devrait théoriquement prouver la culpabilité indiscutable de son voisin. Mais au fond de lui-même, il savait parfaitement que cela ne suffirait jamais. Monsieur Silence était beaucoup trop intelligent, beaucoup trop prudent et trop expérimenté pour laisser des preuves vraiment compromettantes. La seule solution réaliste était donc de le prendre sur le fait, en pleine action criminelle, avec des preuves irréfutables. Marcel se procura alors une arme à feu, un revolver qu'il acheta illégalement dans les milieux interlopes de la capitale. Il n'avait jamais tenu d'arme à feu de toute sa vie paisible, mais la peur viscérale et la détermination inflexible guidaient maintenant tous ses gestes et toutes ses décisions. Il s'entraînait chaque jour dans la cave de son immeuble, apprenant patiemment à viser correctement, à tirer avec précision, à ne pas trembler sous la pression de l'émotion. Le face-à-face final et décisif eut lieu par une nuit de printemps pluvieuse, exactement 1 an jour pour jour, après leur première rencontre dans l'escalier de l'ancien immeuble. Marcel avait finalement réussi à s'introduire clandestinement dans l'immeuble d'en face et attendait silencieusement dans l'escalier sombre, l'arme fermement serrée dans sa main moite. Quand Monsieur Silence rentra de sa promenade nocturne habituelle, il trouva Marcel qui l'attendait patiemment devant sa porte, pointant le canon de l'arme directement vers sa poitrine. « Bonsoir, mon très cher voisin et ami, » dit l'homme, avec ce même sourire poli et glacial qui hantait les cauchemars de Marcel depuis des mois interminables. « Je vous attendais, effectivement. J'espère sincèrement que vous avez apprécié le spectacle de cette année écoulée. Mais maintenant, il est vraiment temps de passer aux choses sérieuses et définitives. » Marcel pointa résolument son arme vers l'homme, mais ses mains tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine tenir le revolver de manière stable. « C'est terminé », articula-t-il avec difficulté, la voix étranglée par l'émotion. « Je sais exactement ce que vous êtes. Je sais parfaitement ce que vous faites à vos victimes. Cette fois-ci, j'ai des preuves concrètes et irréfutables. » Monsieur Silence éclata alors d'un rire cristallin et mélodieux qui résonna sinistrement dans l'escalier désert et mal éclairé. « Des preuves tangibles ? Mais mon pauvre Marcel, vous n'avez absolument aucune preuve valable devant un tribunal. Vous n'avez que les divagations pathétiques d'un homme qui a complètement perdu la raison à force d'entendre des bruits parfaitement imaginaires. Regardez-vous donc objectivement. Vous tenez une arme sur un innocent citoyen parfaitement respectable. Qui va bien pouvoir croire vos histoires abracadabrantes de tueurs en série et de laboratoires secrets? Vous êtes devenu fou, mon cher Marcel, et tout le monde peut maintenant le constater. L'homme avait malheureusement raison sur toute la ligne, et Marcel le savait parfaitement bien. Même s'il l'abattait froidement sur le champ, il ne serait rien d'autre qu'un assassin aux yeux de la loi et de la société.
Monsieur Silence avait effectivement gagné cette partie diabolique. Il l'avait méthodiquement détruit, sans même avoir eu besoin de le toucher physiquement. La folie avait progressivement remplacé la raison. La paranoïa avait littéralement dévoré son âme et sa personnalité. « Mais je vais tout finir », souffla-t-il d'une voix presque tendre. « Je vais tout arranger pour vous, et vous n'aurez qu'à me faire confiance, un tout petit instant. » Il avança d'un pas, sans brusquerie, les paumes ouvertes, le regard posé sur l'arme, comme s'il observait un oiseau blessé posé dans la main d'un enfant. Marcel voulut serrer davantage la crosse, mais ses doigts devinrent soudain gourds, privés de force, englués dans une fatigue qui lui traversa les os. Une odeur acide lui monta à la tête, si familière depuis des mois, et pourtant plus concentrée, plus aiguë. La peau de son poignet picota, presque imperceptiblement, comme effleurée par un insecte invisible. « Vous tremblez, » dit l'homme, et son sourire ne bougea pas. « Reposons-nous une seconde, voulez-vous? Ainsi, voilà. Regardez-moi. » Les lumières de la cage d'escalier palpitaient faiblement, faisant danser des halos jaunâtres sur les murs, et le monde se contracta autour de la bouche grise de Monsieur Silence. Ses lèvres remuaient encore, mais les mots se tordaient comme des rubans de papier dans l'air vicié, se brisaient avant d'atteindre l'oreille. Marcel eut le temps de penser à Sylvie, à la cour humide, aux feuilles pourries qui collaient au pavé, à la petite lampe de chevet qui ne s'éteignait pas plus jamais, et à ce carnet ouvert, posé sous la lampe, au milieu des instruments luisants. Puis la marche sous son talon se déroba. La rampe lui échappa. Le couloir se referma sur un trou noir qui avait exactement la forme d'un chuchotement. Quand il revint à lui, un silence liquide lui collait au visage. Il n'y avait ni escalier, ni couloir, seulement une pièce dont l'air avait le goût du métal et du médicament froid. Des liens mordaient ses poignets. Sa nuque reposait sur un cuir humide. La lumière venait d'un abat-jour haut perché qui découpait la pénombre en cercles pâles. Le plafond exhalait une buée de formol et d'encens. Quelque part, très près, quelque chose suintait avec régularité, goutte après goutte, comme un métronome obscène. « Bonsoir mon très cher Marcel », dit la voix, tout près maintenant. « Il est possible que vous ayez raison sur bien des points, et je vous félicite pour votre opiniâtreté. Peu d'hommes vont jusqu'au bout de leur curiosité. Vous, si, il y a du mérite, réellement. » Une ombre passa entre la lumière et son visage, puis une main gantée écarta calmement une mèche de cheveux qui lui collait au front. L'ombre prit un carnet, le posa de biais, consulta une page, la caressa du bout de l'ongle, referma, rouvrit, nota quelques lignes. On entendit le raclement doux d'une plume sur du papier, un froissement de gants, le tintement de deux instruments qui se frôlent avec délicatesse. « Ne vous débattez pas, » reprit la voix, « ce serait vain et beaucoup moins élégant. Je vous avais promis que vous comprendriez enfin. La vérité demande toujours un certain cérémonial. » Marcel chercha un mot, un seul, n'importe lequel, à lancer comme une pierre dans cet étang d'huile. Sa langue se souleva, lourde, revint se coller à son palais, comme un linge mouillé. Les murs se rapprochèrent, à peine. L'air s'épaissit encore, et au-delà du cercle de lumière, il devina la géographie muette des bocaux, des trépieds, des plateaux couverts d'ombre. Le tuyau, lui, devait être là, quelque part, dans la partie sombre, serpent invisible qui respirait à intervalles réguliers.
« Savez-vous, continua l'homme, que je n'ai jamais réellement aimé la hâte. Elle gâte tout, elle salit la ligne, elle fait dérailler la phrase. Le temps, en revanche, le temps polit les surfaces et rend les confessions limpides. Vous allez m'aider, tout de suite, en silence, naturellement. » Alors les coups commencèrent, faibles d'abord, étouffés, puis plus nets, plus assurés, adoptant la cadence parfaitement connue de Marcel. Il ne venait plus de l'autre côté d'un mur. Il battait, à l'intérieur même de la lumière, si près qu'il semblait naître dans sa poitrine. Il comprit avec une lucidité atroce que cette musique-là, devenue sa compagne depuis tant de nuits, ne lui appartenait plus, ou plutôt qu'elle avait toujours appartenu à l'autre, celui qui la composait pour lui, celui qui la lui avait donnée comme on donne un fil à suivre dans un labyrinthe qui ne mène nulle part. Au moment où la première lame effleura la peau, quelque chose claqua dans le lointain, un volet, une porte, peut-être un pas sur une marche. L'ombre suspendit son geste, tourna la tête, écouta. Le silence, soudain, ne fut plus un vide, mais une attente tendue, un fil prêt à se rompre. Puis l'homme soupira, presque déçu, et le tintement d'un instrument revint, plus clair, plus proche. « Il n'y aura pas de témoin, dit-il doucement. Il n'y en a jamais. Il n'y a que les murs, et les murs ne parlent pas. Vous, en revanche, vous parlez trop. Il fallait bien que cela cesse. » Dans un effort qu'il ne se connaissait plus, Marcel rassembla ce qui restait de son souffle et réussit à produire un son, une syllabe éraillée qui n'était ni un mot ni un cri. L'ombre se pencha, étonnée, presque amusée. « Courage, dit la voix. Vous avez voulu savoir, vous saurez. » La lumière blanchit, la pièce rétrécit encore, et le monde entier se résuma à un battement régulier, à une odeur de cuivre et de résine, à la caresse froide d'un métal patient. Marcel ferma les yeux, non pour fuir, mais pour retenir en lui la forme exacte d'une fenêtre ouverte sur la cour, avec une bande de ciel sale, où passaient parfois des oiseaux que personne ne regardait. Il pensa à une tasse de café posée sur une table, à des doigts qui tremblent, à un rire de Sylvie, quand la cuillère tinte contre la porcelaine. Il pensa à la pluie sur les pavés, aux feuilles collées aux semelles, à une ampoule qui grésille, à un carnet qu'on referme d'un geste précis. Il pensa, enfin, à ce qu'il avait été avant les murmures. Dans le couloir, très loin, un téléphone sonna brièvement, puis se tut. La lame suivit une ligne invisible que l'ombre semblait voir mieux que lui. Les coups reprirent leur cadence, imperturbables, et le monde se fixa sur ce rythme. L'homme, appliqué, chuchota quelques mots dans sa langue gutturale, comme une prière adressée à personne. Puis il ajouta, en français limpide, presque joyeux, comme on annonce une bonne nouvelle à un enfant éveillé trop tard. « Voilà, c'est parfait. » Plus tard, bien plus tard, la pièce fut vide, lavée, froide, sans odeur. Aucune trace ne restait sur la table que la lueur oblique d'une lampe trop haute. La fenêtre montrait un carré de ciel où une nuée grise glissait sans bruit. Dans le siphon, au fond de la cour, l'eau coula longtemps, claire, obstinée. La nuit suivante, quelque part dans la ville, au cœur d'un immeuble banal, les bruits commencèrent exactement à la même heure, avec la même patience, la même précision, dans un carnet neuf, posé bien droit sur un bureau propre.
Une main soignée traça quelques lignes d'une écriture régulière et sereine. Puis la main referma le carnet, rangea la plume, éteignit la lampe. Et le silence reprit sa place, large et docile, comme un linceul sans pli.